Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la première partie des émissions que nous consacrons à ce que le bouddhisme apporte aux Occidentaux. En effet, beaucoup voient dans la pensée bouddhique une spiritualité laïque, une philosophie humaniste et une éthique de la responsabilité particulièrement pertinente pour répondre aux besoins spirituels des individus et aux grands défis planétaires. Privilégiant l'accent sur soi à l'action sur le monde et apportant un juste équilibre entre raison et intuition, le bouddhisme n'est-il pas appelé à corriger les excès d'une civilisation occidentale trop préoccupée de maîtrise technique au détriment du sens et de l'intériorité ? Alors y a-t-il une différence dans la manière dont on définit le bouddhisme en Orient et en Occident ? Quelle est la particularité du bouddhisme ? Quel travail devons-nous entreprendre ? Et quel peut être dans ce contexte le rôle du maître ? Nous retrouvons pour en parler Lama Jampa Tayé. Lama Jampa Tayé, bonjour. 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 Vous êtes né en Angleterre en 1952 et devenu étudiant de Karma Thinley Rinpoche à l'âge de 20 ans, puis de sa sainteté Sakyatrizine et d'autres maîtres tels que le 16e Karmapa. Vous êtes l'auteur de divers travaux portant sur le sujet des textes historiques Karma Kagyu. Je précise que vous possédez par ailleurs un doctorat obtenu à l'Université de Manchester pour vos travaux sur l'histoire religieuse tibétaine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors justement, pour que l'on fasse mieux connaissance, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et la manière dont vous-même vous avez découvert le bouddhisme ? Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup lire des livres de littérature de voyage. C'était au début des années 60, j'ai donc lu des livres à propos du Tibet. Et c'est seulement au milieu des années 60 que j'ai lu la littérature à propos du bouddhisme, notamment par l'exploratrice Alexandra David-Néel. Donc ça a été la littérature qui m'a introduit au bouddhisme en premier lieu. Ensuite, je pouvais m'identifier intellectuellement au bouddhisme et la période hippie est arrivée à ce moment-là et donc j'étais pris par ce mouvement. Et donc c'est seulement en 71 et 72 que j'ai vraiment décidé d'embrasser ce chemin de façon sérieuse. Je sentais que la façon dont je voulais vivre ma vie et les valeurs que je voulais chérir, en fait, il y avait à ce moment-là déjà des enseignants tibétains en Occident. Et j'ai d'abord, en 73, rencontré Karma Thinley Rinpoche, comme vous avez mentionné, et ensuite j'ai rencontré sa sainteté Sakyatrizine et d'autres maîtres. Alors justement, revenons sur les différentes étapes de l'introduction du bouddhisme en Occident. Quelles sont-elles ? En fait, ce n'est pas aussi récent qu'on peut le faire croire. Je dirais même que c'est au début du 19e siècle, quand les premières traductions ont commencé à apparaître en allemand, en anglais et en français. Je ne dis pas que ces personnes étaient des pratiquants sérieux du bouddhisme, mais par contre, ils étaient des sympathisants. Il y avait des philosophes comme Schopenhauer, par exemple, ou les transcendantales américains. Donc, il y a eu des immigrants qui ont commencé à venir, des Chinois, aux États-Unis dans un premier temps, et aussi des Sri Lankais, des Thaïs. Ils sont venus en Europe et donc même avant que nous-mêmes, les Occidentaux, avons souhaité pratiquer pour nous-mêmes le bouddhisme, ils ont apporté cette culture. Mais vraiment, c'était dans les années 60 que tout cela a vraiment explosé et que les Occidentaux ont commencé à se dire qu'ils pouvaient eux-mêmes pratiquer cette religion et cette philosophie et qu'elle leur offrait ce dont ils avaient besoin dans la vie. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu cette première vague d'expansion du bouddhisme en Occident. Alors, avant que l'on revienne justement sur ces différents apports du bouddhisme en Occident, est-ce que selon vous, on définit le bouddhisme de manière différente, que ce soit en Orient ou en Occident aujourd'hui encore ? Je pense de façon très profonde, oui, parce que le bouddhisme est à propos de l'esprit et de comment on découvre la nature de l'esprit. Et fondamentalement, ce n'est pas différent en Occident et en Orient. Mais le bouddhisme est assez nouveau en Occident et donc notre approche est assez superficielle. Et donc il faut tout d'abord l'intégrer à notre propre mode de vie, à notre propre culture.
Alors, bien sûr, certains Asiatiques peuvent penser qu'on a vraiment, en Occident, que nous n'avons pas encore vraiment compris. Mais avec de la discipline et de l'étude, nous pouvons tout à fait y arriver et les différences vont s'amenuiser au fur et à mesure. Alors justement, vous dites que l'une des principales caractéristiques du bouddhisme est la transformation de l'être. C'est vraiment le plus important. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Lorsque vous commencez à vous transformer vous-même, vous commencez à transformer le monde autour de vous. Et c'est une compréhension fondamentale dans le bouddhisme. Néanmoins, le bouddhisme dit que tout changement positif doit commencer au sein du cœur de l'individu, parce que c'est ça qui va permettre de résoudre tous les problèmes. Si un cœur ou un esprit est perturbé par la colère, l'avarice, cela va venir créer des perturbations. Alors vous évoquiez tout à l'heure un travail à entreprendre pour tenter d'approcher ce bouddhisme authentique. Vous évoquez notamment trois aspects de cet entraînement, que sont l'éthique, la méditation et la sagesse. Est-ce que l'on peut revenir sur chacun de ces trois aspects ? Tout d'abord, le Bouddha lui-même a dit que tous ses enseignements sont en lien avec ces trois entraînements. En fait, chacun, ils ne sont pas séparés, mais chacun nourrit l'autre. Il commence avec l'éthique parce que si nous n'avons pas accompli cette rencontre avec ce que nous sommes et si nous n'avons pas dissipé les voiles des émotions perturbatrices et de l'illusion, eh bien alors nous restons emprisonnés dans notre façon de voir la vie. Et c'est ce que fait l'éthique. Donc nous sommes pour la plupart conditionnés par nos habitudes d'avarice, d'orgueil. Et donc nous sommes emprisonnés dans notre propre monde. Et donc l'éthique nous permet en fait de sortir de cela, parce que l'éthique, c'est la base du respect des autres. Et donc la question est, si j'étais à la place de l'autre, comment me sentirais-je ? Et une fois que nous avons cela, eh bien, la façon dont nous nous relationnons au monde aura déjà commencé à changer. Il y aura quelque chose de beaucoup plus ouvert, spacieux, bon. Et donc c'est comme ça que l'on peut, à ce moment-là, commencer à regarder ce qui se passe vraiment dans notre cœur. Et c'est là que la méditation entre en jeu. La méditation nous amène dans ce que signifie être en vie dans ce moment particulier, ici et maintenant. Comment je me relationne au monde? Comment est-ce que je dénoue les nœuds de tension dans ma façon d'expérimenter les autres, les situations, tout ce que la vie m'apporte? Et une fois que nous commençons à nous détendre de cette façon, de laisser aller de nos jugements, eh bien alors nous pouvons commencer pour la première fois de voir clairement. Nous pouvons voir clairement ce qu'est la véritable nature de ce monde. Qu'est-ce qu'est la véritable réalité de moi-même, de mon esprit? Quelle est la source de la souffrance? Et donc nous pouvons commencer à trouver les réponses à ces questions. Et c'est alors le début du chemin de la sagesse. Et c'est comme ça que cette stabilité et ce calme que la méditation génère nous permettent de transformer notre comportement. Donc en fait, l'éthique nourrit la méditation qui nourrit la sagesse. Mais ça marche également à l'inverse. Et on peut regarder quel effet, en partant de la sagesse, quel effet est-ce que j'ai sur les autres, quel effet est-ce que j'ai sur le monde. Donc il y a une vraie relation entre l'éthique, la méditation et la sagesse. Alors, au-delà de cette interdépendance, on se dit aussi qu'effectivement, le bouddhisme, c'est une démarche scientifique. C'est ce que vous expliquez très bien, d'ailleurs, dans votre dernier livre. Ce n'est pas une foi aveugle. Yes. Exactement. Je ne sais pas si le mot scientifique s'applique. Je préfère le mot est un chemin raisonnable, raisonné. C'est-à-dire que le bouddhisme nous aide à trouver la vérité, à découvrir la réalité du monde. Qu'est-ce que cette réalité du monde? Et c'est en analysant que nous pouvons la rencontrer. Nous ne pouvons pas simplement accepter les opinions de quelqu'un d'autre. Même le Bouddha lui-même a été très
très clair à ce sujet. Il a dit à ses disciples, ne vous en remettez pas simplement à ce que je dis. Il vous faut tester, remettre en question cet enseignement avec votre propre expérience. Et c'est ensuite, par le biais de votre propre expérience, que vous validerez l'enseignement. Donc, le bouddhisme est une spiritualité qui est combinée avec une certaine rationalité, afin de s'éveiller de l'ignorance teintée de toutes les différentes émotions perturbatrices. Et si nous ne voyons pas cela, effectivement, nous prenons la voie de la foi aveugle, alors que le bouddhisme nous invite à analyser et à aller au-delà de cette ignorance et de cette illusion. Quelle a été votre expérience à vous avec vos maîtres? Quelle relation vous avez eue avec eux? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis de plus essentiel selon vous? Tout d'abord, ma relation... Ce qui m'a le plus surpris, ça a été leur grande bonté, leur grande bienveillance et aussi leur grande qualité d'être humain. Mes enseignants étaient tous des personnes qui ont expérimenté l'exil du Tibet. Ils ont été catapultés hors de leur société médiévale dans le monde des années 70. Et en fait, ils étaient complètement en phase avec le monde. Ils avaient de l'espace pour les autres, alors que nous étions complètement occupés, tellement compliqués, occupés, pris par notre rythme. Et donc, leur bienveillance humaine, et leur qualité humaine et leur simplicité, cette sagesse extraordinaire que je continue toujours de découvrir depuis 40 ans, est celle de la compassion. Et donc, c'est ce qui m'a le plus inspiré, c'était de trouver en moi-même ces qualités. Et donc, c'était un peu à l'image d'un père ou d'une mère emplis de bonté pour leur enfant. Et ils m'ont donné cet espace aussi pour apprendre de mes erreurs. Ils n'étaient pas autoritaires, ils ne m'ont jamais forcé à faire une chose ou l'autre. Et Karma Chögyam Rinpoché, quand je l'ai rencontré en 1973, j'étais tellement enthousiaste. Je pensais que j'allais sûrement devenir un moine. Et donc j'avais une amie avec moi et il m'a dit « Mais tu n'as pas à devenir un moine », alors que lui-même était moine. Et il m'a dit « Non, tu dois juste pratiquer le dharma ». Donc c'est cette sagesse et cette bienveillance extraordinaire qu'ils manifestaient. Même s'ils étaient de très grands érudits, de grands maîtres, qu'ils connaissaient des textes, de nombreux textes, ils avaient cet aspect-là, mais il y avait avant tout cette bonté fondamentale humaine qu'ils avaient. Merci beaucoup, Lama Jampa Taye, pour ces explications passionnantes. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques livres que nous vous proposons, avec tout d'abord 2 ouvrages de notre invité. Sagesse en exil, chez Rapsal Éditions. Celui-ci explore la place qui existe pour le bouddhisme dans la culture contemporaine, décrit les caractéristiques distinctives de la pensée et de la pratique bouddhiste, et présente l'entraînement à la méditation et à la compassion qui est le cœur de la voie bouddhiste. Ainsi, Condé de clarté, les étapes de la voie dans la tradition Sakya. Et enfin, de Jean-Pierre Schnetzler, le bouddhisme expliqué aux Occidentaux, simple vérité pour une pratique au quotidien, chez Dervy. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France TV. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très, très beau dimanche.